quatre coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Eve Bocara et Eliana Gurfinkel. Immigration. C'est tous les jours sur Studio Qualita. Bonjour Eliana. Bonjour Eve. On va continuer aujourd'hui notre épisode de Immigration où on parle des alias. On va continuer à parler de la 4e alia, l'alia qui a duré de 1924 à 1928 où on a dit quelques 70 000 juifs, pour la plupart polonais, mais aussi russes et de Lituanie, de Yémen et d'Irak sont arrivés en terre d'Israël. Exactement. Alors on s'était arrêté, en fait, on parlait de la configuration, ou plutôt de la façon dont des domaines dans lesquels ces Olim travaillaient. On avait dit surtout qu'ils étaient très différents de l'alia précédente, de la 3e alia qui, elle, était constituée de jeunes pionniers socialistes qui voulaient travailler la terre. Et là, on n'est plus du tout dans la même configuration. Non, on a des familles, donc on a une responsabilité. C'est-à-dire qu'une famille, des parents qui n'arrivent pas, entre guillemets, à joindre les deux bouts, iront voir ailleurs pour pouvoir donner du pain à leurs enfants. C'est important. C'est important de s'en rappeler. Cette population, donc, elle va particulièrement aider à développer l'industrie, par exemple, en Israël. Je vais vous donner 2 exemples de sociétés qui sont encore connues jusqu'à aujourd'hui. La société Necher. Necher, c'est la première productrice de ciment en Israël. Donc, le ciment, on en a besoin pour construire. Donc, ça a été créé à cette époque-là. Et il y a aussi une autre industrie, c'est l'industrie Shemen, qui produit la majorité des huiles industrielles en Israël. Donc ce sont deux industries qui ont été créées à l'époque et qui jusqu'à aujourd'hui existent. Et ça vous montre, jusqu'à 1924 en Israël, on n'a pas véritablement de grosses industries. Et là, ces industries sont créées. Un autre domaine dans lequel cette alia est importante, c'est tout ce qui est la création de bâtiments. C'est le développement des villes. Donc on développe beaucoup. Absolument, comparé aux autres qui étaient allés dans les kibbutz et de travailler la terre, là on va vers les villes. On va vers les villes. Donc comme on a une population qui elle est urbaine, alors elle demande à vivre dans les villes, il faut développer les villes. Et comme on a besoin de développer les villes, alors on va développer la construction, le bâtiment. Et on va avoir par exemple des formations très importantes d'ouvriers pour qu'ils puissent apprendre à construire le bâtiment. Il y a une société qui est connue encore jusqu'à aujourd'hui, Solel Bonnet, qui a été créée à cette époque-là et qui encore à nouveau jusqu'à aujourd'hui existe. Voilà. Alors on a eu d'autres créations à cette époque-là, d'autres que des industries. Le Technion à Haïfa a été fondé en 1924. Qui est d'université technique, donc on est à nouveau dans tout ce paradigme. Développement industriel de la terre d'Israël à cette époque-là. On a également l'université hébraïque de Jérusalem qui a été inaugurée en 1925, je crois, en présence de Chaim Weizmann, du général Allenby et de Balfour, du Rav Kook aussi, et du poète national Bialik. Voilà, c'était les personnalités de cette époque en Israël. Et ça a une particularité parce que elle s'appelle l'université hébraïque, entre autres parce qu'on va y parler en hébreu. Et donc c'est la grande victoire, exactement. De Ben Yehuda. Ben Yehuda qui est mort 20 ans, voilà, non, pas 20 ans, très vite. Ouais. Il est mort 6 ans plus tôt et d'un seul coup, on a cette, même pas 3 ans plus tôt, il a réussi. Il a réussi avec cette université hébraïque. On a aussi la culture qui fait officiellement son entrée il y a quelque chose, c'est que quand on n'est plus dans un mode de survie, alors on peut prendre du temps et des moyens et de l'argent à faire autre chose. Donc à nouveau, comme c'est une population qui est assez bourgeoise, qui va venir d'ailleurs avec des petits fonds, pas des fonds très importants, on a le temps avec ses habitudes, avec ses envies. Et donc le théâtre Abima de Moscou va s'installer à Tel Aviv lui aussi en 1928. Théâtre Abima de Moscou, qui à Moscou était déjà en hébreu, puisque c'était une population qui était extrêmement cultivée et qui parlait déjà hébreu. Voilà, et ça va devenir le théâtre national israélien. Exactement. Alors, il faut dire quand même que cette alia, on parle de la 4e alia, elle ne dure que 4 ans, on parle de 1924 à 1928, car à partir de 1926, on a quand même une problématique en Israël,
puisqu'on a de moins en moins de fonds qui viennent de l'étranger. Et on a un chômage extrêmement important. C'est un tiers de la population est au chômage. Ce qui va entraîner en fait que de nombreuses personnes vont quitter Israël, vont aller chercher entre guillemets ailleurs. Ou vont rentrer chez eux tout simplement à une époque où c'est quand même pas une grande idée. Moi j'ai un oncle, un grand-oncle, le frère de ma grand-mère, qui était arrivé en Pologne à ce moment-là et qui s'est retrouvé à cause de cette situation difficile. Il est parti vivre aux États-Unis. Arrivé en Israël. Ouais, il est arrivé. Donc il est parti de Pologne, il est arrivé en Israël. Il a vécu quelques années, la situation était trop difficile, il est parti vivre aux États-Unis et ensuite il a débarqué en Normandie pendant la guerre, à quelques kilomètres de là où ma grand-mère était cachée, bien qu'il ne l'ait su que 6 ou 7 mois après. Ouais, une histoire juive, hein, j'ai envie de une dire. vraie histoire juive. Voilà. Donc on a cette crise économique qui va toucher le Yishuv, la communauté juive ici, de 26 à 29 et on va se retrouver très vite pour notre 5e Alia, la période de sympa où les nazis sont montés au pouvoir. À bientôt, Eliana. À bientôt, Eve. C'était une blague. Merci. Oui, merci de me préciser. À bientôt. Au revoir. Des 4 coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Eve Bocara Et Eliana Gurfinkel. Immigration. C'est tous les jours sur Studio Kalita.